à la santé au travail. Et c'est un rôle qui est parfois méconnu. Et je dirais la résultante de la fusion dans le CSE, à la fois de l'ex-CE, mais aussi du CHSCT. Et les élus du CHSCT avaient bien sûr l'habitude de se former, de se professionnaliser sur ces sujets santé, hygiène, sécurité qui sont très spécifiques. Et ça, aujourd'hui, finalement, il y a une encore plus grande complexité, une encore plus grande aussi richesse dans le rôle de l'élu CSE, puisqu'il doit embrasser très large entre les activités sociales et culturelles, mais jusqu'à justement ce rôle de vigilance sur la prévention santé, dont va nous parler Gilles Serrault. Pour tout ce qui est règle générale sur le déroulé de la webconférence, donc d'abord, avant qu'on pose la question, puisque c'est le cas dans chacune des sessions, vous aurez bien sûr le support qui vous sera transmis, ainsi que les coordonnées de Gilles Serrault à la fin de la première édition du cycle de conférences, donc vendredi. On transmettra d'un coup tous les supports et les vidéos replay des conférences pour lesquelles vous étiez inscrits. Vous aurez tout. Par ailleurs, vous voyez qu'à droite, vous avez un espace pour le chat, pour échanger et pour les questions. Donc, allez spécifiquement dans l'onglet questions si vous souhaitez les poser. On fera des pauses pour traiter les questions qui se sont accumulées à droite. Donc, le mieux pour vos questions, c'est vraiment de les mettre dans l'onglet questions dans le chat. Hein, ça nous permet de mieux les identifier. Et par ailleurs, nous avons lancé un sondage où je vois que vous avez déjà commencé à répondre. La question, c'est en tant qu'élu CSE, vous sentez-vous particulièrement utile en cette période de crise? Et quand on décortiquera le résultat du sondage, ce sera l'occasion de revenir sur la formulation de cette question, de ce qu'on entend par là. Et Gilles nous donnera son opinion aussi sur cette notion d'utile. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par rapport à qui? Aux salariés, à l'employeur, voilà. Merci beaucoup de participer au sondage. Merci pour vos réponses, votre participation, vos questions. Et je laisse Gilles commencer sa présentation. Bonjour. Voilà, moi je vais vous parler du rôle du CSE dans la prévention des risques professionnels. Donc, je vais aborder 5 points essentiels. Tout d'abord, l'obligation de prévention des risques mise à la charge de l'employeur et ses enjeux. Deuxième point, les acteurs de la prévention. Qui sont-ils? Quels sont les acteurs principaux au sein du CSE en matière de prévention? Les missions du CSE en matière de santé, l'organisation du travail du CSE par rapport à son rôle justement d'identification, d'évaluation des risques, et puis un point sur la gestion de crise liée au Covid-19. Quel peut être le rôle des élus par rapport à cette période de crise? On va commencer donc par l'obligation de prévention, l'obligation générale de prévention mise à la charge de l'employeur par le Code du travail. Donc, première remarque que nous pouvons faire, c'est que la prévention des risques, c'est l'ensemble des mesures destinées à la protection de la santé des salariés. Et quand on dit santé, c'est à la fois la santé physique et la santé mentale des travailleurs. C'est ce que nous dit l'alinéa 1 de cet article L 4121-1 du Code du travail. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi ajouter que la prévention des risques s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. Et c'est pour ça que j'ai mis en gras le point numéro 3 de cet article L 4121-1 du Code du travail, puisqu'on nous dit que la prévention des risques passe par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour tenir compte du changement des circonstances. Donc là, ça résonne tout particulièrement par rapport à la période de confinement liée au Covid-19. On dit que la prévention des risques s'inscrit dans une logique d'amélioration continue parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Par exemple,
en matière de prévention des risques, on a souvent mis entre parenthèses le télétravail. Pourquoi? Parce que le télétravail fait courir des risques psychosociaux aux salariés à qui on le propose ou on l'impose parfois. Risques psychosociaux liés à l'isolement du salarié en télétravail. Eh bien, en période de crise, le télétravail devient la règle, hein, puisque pour lutter contre la propagation du Covid-19, on préconise, l'INRS, les autorités sanitaires en général préconisent le télétravail. Donc, vous voyez que ce qui était vrai hier n'est plus forcément aujourd'hui, parce que justement, il y a eu un changement de circonstances. Je peux prendre un autre exemple, le travail en open space qui s'est souvent développé, voire généralisé dans les entreprises de services notamment. Eh bien, en période de crise, toujours liée au Covid-19, eh bien, on s'aperçoit que les autorités sanitaires, l'INRS, nous disent que il faut éviter, il vaut mieux revenir à des bureaux individuels pour éviter les contacts physiques. Donc voilà pour l'obligation générale de prévention. Je répète, la prévention, c'est l'ensemble des mesures que l'employeur doit prendre pour prévenir les risques pour la santé physique et mentale des travailleurs. Alors ça passe par des actions de prévention, des actions d'information, de formation et, je le répète, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés à la situation. Quel est le rôle des élus dans tout ça? Eh bien, le rôle des élus est de participer à l'identification des risques, de participer à leur réévaluation et de faire des propositions de solutions. Alors, cet aspect-là est fondamental parce que vous avez vu sur le slide que je suis en train de présenter que lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation générale de prévention, eh bien, il y a une sanction. Et cette sanction, c'est celle de la faute inexcusable. Au cas où l'employeur n'aurait pas mis tout en œuvre pour protéger la santé des salariés et qu'un accident survient ou qu'une maladie se développe, eh bien, sa faute inexcusable pourra, le cas échéant, être reconnue. Donc, quand les élus ont alerté, quand les élus ont signalé un risque et que l'employeur n'a pas cru bon d'y répondre, eh bien, si le risque se réalise, il pourra être retenu coupable d'une faute inexcusable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la victime ou ses ayants droit pourront obtenir une réparation intégrale de leur préjudice. D'accord? Voilà. Alors, pour un autre point, pour aller plus loin sur cette première partie de la conférence, le rôle des élus, j'ai dit, est essentiel, mais parfois, ils ont du mal à se faire entendre. Pourquoi? Parce qu'il existe un frein à la prévention des risques, c'est le frein financier. On a souvent tendance à considérer, quand on est gestionnaire, quand on est dirigeant d'entreprise, que tout ce qui participe à la prévention des risques, eh bien, est un coût, est d'abord un coût. Alors, nous, ce qu'on dit, les préventeurs, c'est que, et on s'appuie sur des statistiques pour le dire, c'est que ce n'est pas la prévention qui est un coût, c'est l'absence de prévention qui coûte. La preuve en est, sur le slide que vous avez sous les yeux, eh bien, il y a une statistique, une première statistique, on considère que 1 euro investi dans la prévention fait faire 2,20 € d'économie à l'entreprise. C'est donc une source qui nous vient d'une organisation internationale qui s'appelle l'AISS. Et puis, on a aussi des sources plus nationales, notamment concernant le coût du mal-être au travail.
Là, c'est une étude qui est faite chaque année par le groupe de prévoyance Apicil et le cabinet Mozart Consulting. Et ils ont créé un indice de bien-être au travail qu'on appelle l'IBET. Et la dernière statistique qu'on ait, c'est celle de 2018, où on nous enseigne que le mal-être au travail coûte environ 13 340 € pour être précis par salarié. Et surtout, on nous indique que dans ces 13 340 €, on a 40% de coûts compressibles, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 6 000 €. Donc voilà, retenez bien que le levier d'action des élus, c'est d'apprendre à démontrer systématiquement dans leur démarche que oui, il y a certains investissements en matière de prévention qui peuvent occasionner des dépenses, mais que ces dépenses seront toujours inférieures finalement au coût que ça représenterait pour l'entreprise si l'on ne faisait rien. Alors, je vais maintenant vous présenter les différents acteurs du CSE en matière de prévention des risques. Alors d'abord les enjeux, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler des enjeux, mais on vient d'en parler un petit peu. Le premier enjeu, bien sûr, c'est la préservation de la santé des salariés. Le deuxième enjeu, c'est la préservation de la santé économique de l'entreprise, puisque si l'on ne fait rien, comme je viens de le dire, si l'on n'organise pas le travail de façon à préserver la santé des salariés, eh bien, on se retrouve avec des coûts qui ne devraient pas exister. Des coûts liés, par exemple, à la multiplication des accidents, des coûts liés à la démotivation, à ce qu'on appelle le désengagement des salariés. Le désengagement des salariés, ça se traduit souvent par des arrêts de travail plus ou moins bien expliqués. Ça peut se traduire aussi par des démissions et du turnover. Donc, tout ça, ça coûte à l'entreprise parce que quand quelqu'un s'en va, il faut le remplacer, il faut le former, etc. Et puis, le troisième enjeu de la prévention des risques, c'est celui lié à l'image de l'entreprise. Personne, je crois, n'a envie d'avoir l'image de France Télécom. Hein, je fais référence, bien entendu, à la vague de suicides qui a frappé malheureusement cette entreprise au début des années 2000. Cette image colle à la peau de cette entreprise. Et c'est une image qui pèse aussi, bien sûr, sur l'activité économique à moyen et plus long terme. Alors, les acteurs du CSE en matière de prévention des risques. Alors, bien sûr, le premier des acteurs, c'est le président. Il n'y a pas de prévention des risques s'il n'y a pas une impulsion donnée par les dirigeants. Et pour ça, bien entendu, il faut qu'ils aient compris les enjeux qu'il y a derrière. C'est les enjeux dont je viens de parler. Ensuite, on a le secrétaire du CSE, bien entendu, et aussi, parfois, lorsqu'elle existe, le secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Et puis, au sein du CSE, en tout cas pour les réunions du CSE qui porteront sur des aspects santé au travail, eh bien, on aura potentiellement la présence du médecin du travail, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, de l'agent de la CARSAT. Ces trois personnages ont une fonction bien particulière. Le médecin du travail, il veille à la santé des salariés, bien entendu. L'agent de contrôle de l'inspection du travail veille à ce que la réglementation en matière de santé, d'hygiène et de sécurité soit bien respectée. Et puis, l'agent de la CARSAT, lui, a un rôle de conseil. Alors, il fait intervenir, par exemple, la CARSAT peut faire intervenir dans les entreprises des psychologues du travail, des ergonomes, etc.
Donc, ces trois personnages-là doivent être systématiquement convoqués aux réunions plénières du CSE, dont l'ordre du jour comporte un volet santé, sécurité et conditions de travail. J'ajoute que l'employeur doit, en principe, envoyer le planning annuel des réunions à ces trois personnages et leur confirmer les dates des réunions au moins 15 jours avant leur tenue. Voilà pour les acteurs de la prévention des risques au sein du CSE. On va faire une petite pause pour déjà répondre peut-être à quelques questions. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous retrouve donc à travers le chat. Merci Gilles. On va lire déjà les premières questions donc de Félix qui pose la question: quelles leçons à tirer du Covid-19 dans la SST? Quelles leçons à tirer du Covid-19 dans la SST? Peut-être que justement, ce que j'ai dit en première lecture de l'obligation générale de prévention, c'est que la prévention, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose on n'élabore pas un document unique d'évaluation des risques une fois pour toutes. Ça doit être mis à jour en fonction de l'évolution des circonstances. Et je pense que le Covid-19 nous montre bien que ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Je reprends les exemples sur le télétravail que j'ai donné tout à l'heure ou sur le travail en open space. Il faut s'adapter en fonction de l'évolution des circonstances et prendre les solutions organisationnelles qui sont peut-être évidemment pas toujours optimum, mais en tout cas les moins pénalisantes pour la santé des travailleurs au moment où on le fait. Alors, on a également une question d'Éric qui demande comment faire pour avoir une étude sur le poste de travail auprès de la CARSAT ou de la médecine du travail. Il faut le leur demander. Il faut tout simplement les contacter. Alors oui, j'ai dit tout à l'heure que ces personnages étaient convoqués automatiquement par l'employeur aux réunions plénières du CSE. Je peux peut-être ajouter que si on a besoin de leur aide sur un point spécifique, il faut aussi, en tant qu'élu, prendre la peine d'écrire ou de téléphoner ou d'envoyer un mail à ces personnes, et notamment pour répondre à la question d'Eric, c'est ça, sur la CARSAT. Voilà, il faut prendre la peine de leur envoyer un mail pour leur dire nous, on aimerait bien faire une étude de poste et s'il vous plaît, venez à la prochaine réunion du CSE consacrée à la santé au travail. Merci. Question de Malika. Les risques encourus en travaillant avec des enfants, donc par exemple dans les écoles, les périscolaires ou la restauration, et des salariés qui vont être atteints du Covid-19, est-ce qu'il y a une reconnaissance en maladie professionnelle? Et elle pose la question d'une duère datant de 2017. Non, il n'y a pas de reconnaissance en tant que maladie professionnelle pour le moment, dans la mesure où les maladies professionnelles sont répertoriées dans des tableaux qu'on peut se procurer d'ailleurs sur le site de l'INRS. Alors, j'ai parlé de l'INRS, j'ai parlé par sigle, peut-être tout le monde ne connaît pas. L'INRS, c'est l'Institut national de la recherche pour la sécurité au travail. Donc, je vous invite vivement tous à aller sur le site de cette instance où on trouve des fiches techniques, notamment sur le Covid-19. Ils ont des fiches techniques sur les mesures à prendre par secteur d'activité, par métier, quand on continue à travailler justement cette période de confinement. Et donc, je disais, les maladies professionnelles sont répertoriées dans des tableaux. Et malheureusement, avant qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle et intégrée dans un de ces tableaux, il faut quand même des pressions, des études. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de pression de l'opinion publique en particulier pour que le Covid-19 soit reconnu au titre des maladies professionnelles, mais ça n'est pas encore le cas. De même que d'ailleurs, je peux ajouter à ce titre, parce que la question viendra peut-être tout à l'heure, le burn-out, l'épuisement professionnel n'est pas reconnu comme maladie professionnelle.
Alors après, on peut parfois, la jurisprudence l'autorise, enfin, le reconnaît, on peut parfois faire reconnaître l'épuisement professionnel comme accident du travail, et c'est compliqué. Merci beaucoup, Gilles. On a une question de Laurence aussi. Je suis secrétaire CSE et je participe tous les mardis à une réunion CSCT pour parler des risques et des mises en place de protection. Et donc, la question, c'est est-ce que je peux me permettre des interventions pour parler du côté humain, salarié, qui sont sur place dans le danger tous les jours? Alors, oui, bien sûr. Si on ne parle pas d'humain en matière de santé au travail, c'est problématique. C'est pas que de la technique, la santé au travail ou la prévention des risques. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de le rappeler tout à l'heure. Il y a 3 paramètres à prendre en compte systématiquement. Il y a l'humain, l'organisationnel et le technique. Mais en réunion de CSE, notamment sur ces sujets-là, parler de l'humain, je pense que c'est ce que voulait dire aussi Laurence, c'est le côté anxiogène de la période pour les êtres humains que nous sommes et voir ce que l'on peut faire pour prendre cette dimension-là en compte dans la lutte contre le Covid-19. Le Covid-19, ça isole, ça nous met derrière des écrans. On a peut-être besoin aussi de sentir qu'il y a de la solidarité au-delà des mesures purement d'hygiène qu'on est bien obligé de prendre pour y faire face. Donc oui, c'est la place, c'est le lieu. Après, je ne sais pas exactement ce qu'elle voulait mettre de manière peut-être plus précise derrière cette question, mais bien sûr. Je ne sais pas si on a bien compris la question ou à rajouter des éléments. N'hésitez pas à nous le dire. En attendant, on peut passer à une autre question. C'est ça qui demandait tout à l'heure. Alors, ces mises en place sont-elles protocolisées? Deadline, vérification, contrôle. Donc, je crois qu'elle rebondissait à ce que vous avez dit il y a 10 minutes. Alors là, j'avoue que je n'ai pas compris. Donc, Vanessa, si vous pouvez aussi retaper votre question en précisant de quelle mise en place vous parlez. Comme ça, Gilles pourra vous répondre sur les deadlines et les mesures de contrôle. Et en attendant, on a également donc une autre question justement de Vanessa qui demande est-ce qu'un premier bilan sur le télétravail est obligatoire ou peut-être envisagé pour analyser les problématiques et ajuster les actions? Ah, mais bien entendu, et là on anticipe un petit peu sur ce que je vais dire tout à l'heure, c'est ce qui relève de toute démarche de prévention. C'est-à-dire que une démarche de prévention, ça consiste à identifier les risques, à les évaluer, à mettre en face des mesures, des propositions d'action, et puis ensuite de faire le bilan systématiquement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a mis en place des mesures susceptibles de protéger la santé des salariés qu'elles auront été pleinement efficaces. Et peut-être elles auront aussi posé d'autres problèmes. Et donc, il faut évaluer tout ça pour voir les correctifs qui peuvent y être apportés. Alors, on a une question aussi un peu large de Freddy qui demande pensez-vous que tous les salariés doivent retourner au travail en même temps? Alors, le pensez-vous c'est difficile de répondre à cette question parce qu'elle est politique. Est-ce que ce qu'on me demande là, c'est est-ce que je crois à la pertinence du discours du président de la République de lundi soir dernier? Voilà, je suis comme tout le monde, je ne suis pas un spécialiste des questions sanitaires. Simplement, j'ai entendu que l'objectif était, en tout cas l'objectif du confinement était de limiter la propagation du virus, et que si d'un coup, après des semaines de confinement, on remet tout le monde en contact, peut-être que ça pose question. En tout cas, au niveau des entreprises, il va falloir mettre une organisation adaptée pour limiter, et ça j'en parlerai tout à l'heure, à propos des préconisations de l'INRS, voilà, mettre en place une organisation qui soit adaptée
le plus possible à la limitation des contacts physiques entre les gens. Merci Gilles. On prend les 2 questions de Luc et après je pense qu'on continue un petit peu sur la présentation avant Oui. de reprendre à la fin les autres questions. Donc Luc qui demande le problème actuel est le manque de disponibilité des médecins du travail qui sont en renforcement des équipes hospitalières et que peut-on faire par rapport à ça? Ben oui. Voilà. Oui, j'ai envie de dire que d'une manière générale, les médecins du travail ont un manque de disponibilité indépendamment des périodes de crise. Ils sont peu nombreux, ils sont très sollicités, ils sont peu nombreux par rapport au nombre d'entreprises sur le territoire, bien entendu, et ils sont très sollicités. C'est pour ça que j'insiste aussi sur ce que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, n'oubliez pas que les 3 personnages dont on a parlé, qui sont censés participer aux réunions du CSE en matière de santé, eh bien, il faut prendre la peine de les contacter si on a besoin d'eux pour qu'ils viennent réellement, parce que la plupart du temps, si on leur demande pas, ils viennent pas. Sauf dans des secteurs des secteurs à risque, hein, comme l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment. Donc, ils ont peut-être plus tendance à aller systématiquement dans les réunions de CSE dans ces secteurs-là, et à laisser de côté un petit peu d'autres secteurs considérés entre guillemets moins à risque. Donc oui, ils ont un manque de disponibilité permanent et pas seulement à cause du Covid-19. Ok. Merci beaucoup. Gilles, je vous propose de continuer votre exposé et puis Oui, on prendra les questions. N'hésitez pas tous à continuer à poser vos questions sur le côté. On refera une session tout à l'heure. très bien. Alors, on reprend. On va reprendre sur les missions du CSE, donc les 4 missions du comité social et économique en matière de santé, bien sûr, puisque vous avez d'autres missions que vous connaissez déjà, la mission sociale, la mission économique et la mission santé au travail. Donc, 4 missions, les inspections de terrain, les enquêtes accidents, le rôle consultatif et les alertes en cas de danger grave et imminent. Les inspections de terrain. Les inspections de terrain, elles ont lieu en principe une fois par trimestre. En tout cas, c'était le cas pour l'ancien CHSCT. L'ancien CHSCT devait mener une inspection de terrain par trimestre. Le nouveau code du travail, avec les nouvelles règles applicables au CSE, nous disent que le CSE mène des inspections de terrain régulières et qu'il en mène au moins 4 par an. Donc, on va dire que on va essayer de respecter l'ancienne périodicité trimestrielle qui était celle des CHSCT. Qu'est-ce que c'est qu'une inspection de terrain? Une inspection de terrain, ça sert à observer ce qui peut l'être dans les différentes unités de travail. Alors, les ateliers, les services. Donc, on observe les risques courants, hein, c'est-à-dire les risques de chute au sol, les risques de chute de hauteur, les risques de chute d'objets, les risques, bien sûr, incendies liés aux installations électriques, les risques de coupure, enfin tout ce qui peut être observé de visu par les élus. Pas besoin d'être technicien pour ça, c'est juste de l'observation. Quand on voit quelque chose qui nous semble anormal, eh bien, on le note. Et une fois qu'on a fait ce travail d'identification des risques que l'on pouvait observer, eh bien, on va les évaluer. Alors, les évaluer, c'est utiliser la méthode d'évaluation qui figure en principe dans le document annuel unique d'évaluation des risques. Donc, on va coter le risque en fonction de la fréquence d'exposition du salarié, en fonction de la gravité du risque. Évidemment, s'il y a un danger de mort, eh bien, le risque sera d'autant plus coté au plus haut niveau. Ensuite,
une fois qu'on a évalué nos risques, eh bien, on travaille à la définition de pistes de solutions. Et ce travail-là va être présenté ensuite en réunion plénière du CSE. Et il appartiendra à l'employeur de suivre ou pas les préconisations, les recommandations des élus. Alors, sur les inspections de terrain, j'ajoute qu'il faut avoir en principe inspecté l'ensemble de l'entreprise au cours d'une année. C'est-à-dire que dans les entreprises où on a des établissements distincts, répartis sur l'ensemble du territoire, eh bien, on doit s'organiser pour visiter l'ensemble de ces établissements, l'ensemble des sites au cours de l'année. C'est aussi l'occasion de discuter avec les gens et de prendre un petit peu la température de l'ambiance au travail. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, une inspection de terrain, c'est juste pour observer ce qui peut l'être. Alors, il y a des risques qui doivent être évalués et qui ne peuvent pas être observés au cours de ces inspections. Je pense bien sûr aux risques psychosociaux et je pense également au risque de harcèlement sexuel, hein, puisque le harcèlement sexuel fait partie des risques qui doivent être évalués. On doit même nommer un référent au sein de chaque CSE maintenant pour lutter contre les risques liés au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Donc, ces risques-là, risques psychosociaux et risques liés au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, ils doivent être évalués comme tous les autres risques, comme les risques de chute, comme les risques de coupure, mais cela ne peut pas se faire au cours d'une inspection de terrain pour des raisons évidentes qui consistent en principe pour ces risques-là à mener des enquêtes approfondies, anonymes, pour mesurer le rapport, le ressenti des salariés à leurs conditions de travail, pour mesurer le ressenti des salariés face au risque de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste. Est-ce que les gens ont déjà été confrontés, etc. Donc, ça nécessite des enquêtes approfondies anonymes. Donc, il y a bien dans le travail du CSE deux catégories d'évaluation des risques. Il y a l'évaluation des risques qui pourra se faire au cours des inspections de terrain et l'évaluation des risques qui nécessitera la mise en place d'enquêtes spécifiques destinées à mesurer les risques psychosociaux et les risques de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste. D'ailleurs, j'en profite ici pour rappeler que CSE Online propose une enquête sur le télétravail, je crois. Donc, profitez-en pour leur en parler. Tout à fait. Donc, ceux qui souhaitent avoir accès, on l'a construit au début du confinement, en open source, donc tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser notre outil pour le soumettre à vos salariés. C'est un questionnaire qui a été conçu avec un psychologue du travail qui s'appelle Adrien Chignard et qui permet, dans une première partie, de mesurer le niveau de stress via une échelle qui est validée scientifiquement. Dans une seconde partie, de recueillir les retours sur le télétravail spécifiquement. Et une troisième partie qui élargit un peu plus sur l'impact personnel et l'équilibre personnel du confinement, avec bien sûr derrière des pistes de levier d'action pour vous si vous le souhaitez et si vous en avez la possibilité. Voilà. Je poursuis. Je vous laisse poursuivre. Alors, deuxième mission du comité social et économique, c'est les enquêtes accidents. Quand un accident se produit, un accident de travail, bien entendu, on doit faire une enquête pour établir ce que l'on appelle l'arbre des causes. Alors là, je ne peux pas vous expliquer
aujourd'hui ce qu'est un arbre des causes. Ça nécessite une formation de base. Simplement, on va recueillir les faits qui ont entouré la survenance de l'accident et on va remonter pas à pas l'ensemble des causes qui ont pu conduire à cet accident. Donc ça prend la forme d'un schéma qui va nous permettre ensuite de voir à quel moment, à quel endroit on aurait pu agir sur les aspects humains, organisationnels ou techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que l'accident ne survienne pas. Et ça nous permet de faire de la prévention à l'envers, c'est-à-dire que si un accident se produit, c'est qu'il y a eu un trou dans la raquette, dans le dispositif de prévention, et donc on va réinterroger le document unique d'évaluation des risques pour corriger ce qui doit l'être, réévaluer ce qui doit l'être. Ensuite, vous avez un rôle d'alerte en cas de risque grave. Alors là, je reviens à la période de crise sur le Covid-19. L'alerte en cas de risque grave peut être déclenchée lorsque l'on est face à un risque grave et imminent pour la santé des travailleurs. Donc, si on pense en tant qu'élu, et là, vous avez un rôle essentiel dans la période qu'on vit, si vous pensez que l'employeur n'a pas respecté totalement l'obligation de prévention générale dont on a parlé au début de cette conférence, si vous pensez que tout n'a pas été mis en œuvre conformément aux recommandations des autorités sanitaires ou de l'INRS, dont j'ai aussi parlé, eh bien, vous pouvez déclencher à un moment donné l'alerte risque grave, parce qu'évidemment, la contamination par le coronavirus peut être mortelle et elle peut être imminente si tout n'est pas fait pour l'éviter. Alors, ça se fait par la consignation de l'alerte sur un registre spécial, on appelle cela le registre des dangers graves et imminents. Et puis, ça oblige l'employeur à mener une enquête avec l'élu ou les élus qui ont signalé ce danger grave et à prendre des mesures qui s'imposent. Et si on n'est pas d'accord sur les constats, l'employeur doit réunir le CSE dans les 24 heures. Le rôle consultatif. Donc, vous pouvez être consulté, vous devez être consulté dans certains cas de figure. Déjà, il y a des consultations dites annuelles sur le bilan de la santé au travail. Alors, la consultation sur le bilan annuel de la santé au travail est intéressante à plusieurs niveaux. D'abord, elle permet de mesurer l'évolution du nombre d'accidents et de maladies dans l'entreprise, hein, bien sûr. Et puis, ça permet aussi, en principe, de voir quelle est la dette sociale, le niveau de la dette sociale et son évolution, la dette sociale de l'entreprise. Alors, la dette sociale, ça renvoie à quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le coût de l'absence de prévention. C'est-à-dire que les maladies, les accidents ont un coût. Et quelle est l'évolution de ce coût? Donc, ça permet de vous donner des arguments en tant qu'élu pour dire, regardez, notre dette sociale, par exemple, elle a explosé. Ça veut dire qu'on n'en fait pas assez pour la prévention des risques. Donc, ça, c'est la consultation sur le bilan de la santé au travail, consultation annuelle. Vous avez aussi une consultation qui est le corollaire de celle-ci sur le plan de prévention des risques pour l'année à venir. Donc, toute l'année, on a fait des visites, des inspections de terrain, on a évalué, identifié et évalué certains risques. Bon, voilà, quel est le plan, quel est le programme de prévention pour l'année à venir? Donc, vous avez des avis à donner là-dessus. Et puis, il y a des avis à donner également chaque fois que l'on a un projet particulier, un projet d'entreprise, par exemple un projet de déménagement des locaux, un projet de construction d'un nouveau bâtiment. Et bien, dans ce cas, l'employeur doit vous solliciter pour recueillir votre avis sur l'impact que ce projet peut avoir sur la santé des travailleurs. Voilà. Par exemple, j'ai eu à traiter il y a quelque temps une entreprise qui avait décidé de passer de changer de locaux, de réaménager ses locaux et de passer les bureaux qui étaient individuels en open space. Bon,
ça pose un certain nombre de questions en matière de santé, en matière de stress au travail, de bruit, etc. Donc, les élus ont à se prononcer sur ce genre de sujet et doivent être donc consultés avant la prise de décision et la mise en œuvre de ces décisions. Voilà pour les 4 missions du CSE en matière de santé au travail. Et je voudrais passer à la slide suivante. Voilà. Donc, le CSE doit absolument s'organiser pour, les élus ou la commission santé lorsqu'elle existe, doivent absolument s'organiser pour être efficaces dans l'exercice de cette mission de prévention des risques. Donc, planifier à l'année, là je vous ai mis un exemple de planning annuel qui est tout à fait indicatif et vous ferez votre propre planning, mais c'est juste pour que l'on positionne à l'année les 4 réunions minimum qui doivent être consacrées à la santé au travail et que par rapport à ces 4 réunions, on puisse positionner les inspections de terrain dont je viens de parler. Idéalement, elles devront se faire 15 jours ou 3 semaines avant. Et puis, eh bien, ça permet aussi de placer le travail, les réunions de la commission santé quand elle existe. C'est-à-dire qu'on fera nos inspections, ensuite on fera les réunions de la commission santé qui, elle, aura en charge pour le coup le travail d'évaluation des risques et de propositions autour des pistes de solutions qu'on peut mettre en face des risques qui ont été constatés. Enfin, je voudrais vous parler de la démarche de prévention qui doit être mise en œuvre. Si j'arrive à passer à la slide suivante. Voilà. Donc, la démarche de prévention qui doit être mise en œuvre, notamment en période de crise. Bien sûr, l'employeur doit aujourd'hui adapter l'organisation du travail à la crise du Covid-19. Mais il ne va pas le faire tout seul. Et il aurait dû, s'il ne l'a pas fait, c'est un délit d'entrave au bon fonctionnement du CSE, mais il aurait dû convoquer tous les CSE, enfin tous les employeurs auraient dû convoquer leur CSE pour créer un groupe de travail pluridisciplinaire avec des élus, des membres de la direction, des membres des représentants des différents services pour identifier les risques liés à la propagation du virus au sein de l'entreprise, évaluer ces risques et élaborer un programme d'action spécifique. C'est ce qui est sur le schéma que vous avez en principe sous les yeux. Et ce programme d'action, cette évaluation et ce programme d'action se font en prenant en compte les 3 critères dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, l'humain, l'organisationnel et le technique. Alors, quelles sont les préconisations de l'INRS face au travail en période de crise sanitaire? Eh bien, concernant le Covid-19, je l'ai dit tout à l'heure, le télétravail devient la règle chaque fois qu'il est possible. Alors, il y a des cas de figure où effectivement le télétravail ne sera pas possible. Dans ce cas, l'INRS préconise essentiellement 4 mesures à prendre, 4 pistes de réflexion. D'abord, organiser le travail en limitant au maximum le nombre de personnes présentes simultanément dans l'entreprise. Donc, ça suppose des aménagements d'horaires particuliers. Ensuite, on évitera les réunions dans les espaces réduits. Donc, privilégier tout ce qui est communication numérique, comme on est en train de le faire, même si on n'a pas forcément encore bien l'habitude de ces nouveaux outils, il va falloir apprendre à s'en servir. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, privilégier les bureaux individuels.
Donc, ça remet en cause les organisations qui ont opté pour ce qu'on appelle aujourd'hui les open space. Pour les entreprises qui accueillent du public, alors ça, on a déjà tous pu le constater en allant faire nos courses. C'est ce que ont mis en place les entreprises de la grande distribution, souvent, bien limiter le nombre de visiteurs et en tout cas organiser des files d'attente, mettre en place une distance de sécurité qui, en l'occurrence, doit être d'1 mètre à 1,50 m, afficher les règles d'hygiène à l'entrée, mettre à disposition, bien sûr, du gel hydroalcoolique et protéger les postes exposés au public. Par exemple, les hôtesses de caisse, en principe, aujourd'hui, sont protégées par une vitre en plexiglas. Voilà les mesures autour desquelles, en tout cas, vous pouvez, vous, de votre côté, en tant qu'élu, travailler pour limiter les risques de propagation du virus au sein de vos entreprises. Donc, vous voyez que la prévention des risques, pour revenir à un terme enfin, l'obligation de prévention générale dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez que la prévention des risques, c'est une adaptation constante aux circonstances nouvelles qui impactent l'entreprise. Voilà. J'en ai terminé avec cette présentation. Peut-être on va pouvoir revenir aux questions qui sont les vôtres. Voilà, donc je vais laisser la parole au chat. Alors, effectivement, il y a pas mal de questions qui se sont rajoutées depuis tout à l'heure. Donc, on a une question de Florian, pardon, qui dit qu'il fait partie du CSE et notamment de la commission SSCT, d'une grande entreprise qui a une dizaine de sites partout en France et qui sont très peu d'élus. Donc, seulement 3 personnes dans cette commission et qui ont des difficultés au niveau de l'organisation et du temps pour aller faire des visites sur les sites dans l'année. Donc, est-ce qu'ils peuvent avoir des problèmes s'ils ne le font pas? Et est-ce que vous avez des conseils pour eux pour organiser leur action par rapport à cette situation? Alors, je note que c'est une très grande entreprise et je note qu'ils se sont contentés du minimum prévu par la loi en termes de représentants au sein de la commission santé au travail. Ça dit déjà beaucoup de choses sur l'approche de la prévention des risques que peuvent avoir les dirigeants de cette entreprise. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas, en limitant le nombre de représentants à 3 au sein de la commission santé au travail, ils n'ont pas donné les moyens aux élus de faire correctement ce travail. Et je ne sais pas s'ils ont par ailleurs négocié un temps de délégation spécifique pour pouvoir agir dans le cadre de la commission. Mais le conseil que je donnerais à ce monsieur, c'est de revenir à la table des négociations pour créer un créditeur spécifique pour pouvoir organiser ces inspections au mieux et peut-être augmenter, peut-être et surtout, je pense, augmenter le nombre de personnes pouvant intégrer la commission santé. Alors, j'en profite aussi pour préciser quelque chose. Quand il y a une commission santé, ça ne veut pas dire que les membres de la commission santé sont les seuls compétents pour traiter de la prévention des risques au sein de l'entreprise. Le CSE, dans son ensemble, est compétent en cette matière. Et donc, si les membres de la commission ne sont pas toujours disponibles pour faire toutes les inspections qu'il y a à faire dans l'entreprise, on peut aussi mandater d'autres élus du CSE pour le faire, puisqu'ils ont cette compétence. Merci Gilles. On a aussi une question de Malika qui demande: le groupe de travail sur les mesures à prendre en compte contre la propagation du Covid doit se faire avec les membres du CSE ou est-ce que l'employeur peut uniquement les informer? Non, la prévention des risques, alors c'est quelque chose que je voulais préciser tout à l'heure et j'ai oublié. Merci de m'avoir posé cette question. Quand on parlait des acteurs tout à l'heure, j'ai oublié de préciser que tout à l'heure, j'ai parlé des acteurs institutionnels. Donc, tout ce qui est membre du CSE, médecin du travail,
INRS. Mais l'affaire de la prévention, c'est l'affaire de tous au sein d'une entreprise. Et on ne peut pas se contenter de ce qui vient d'en haut. Si on se contente de ce qui vient d'en haut, ça veut dire qu'on se prive de la possibilité de travailler pleinement avec les gens qui sont en situation. L'employeur ne peut pas tout connaître. L'employeur ne peut pas connaître de toutes les situations de travail. Donc, il faut associer tous les acteurs de l'entreprise, en passant par les représentants du personnel et en passant, bien sûr, aussi par les salariés. Donc, le groupe de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, idéalement, il va intégrer des membres de la direction, du personnel cadre intermédiaire, des représentants non cadres des services et bien sûr les représentants du personnel. Ça, c'est incontournable. Très bien. Alors, on a également une autre question de Luc qui demande: nous avons plusieurs DGI en cours qui ne donnent rien et malgré les enquêtes, la direction fait semblant de bouger. Comment les contraindre davantage, sachant que dans le public, les moyens d'action des inspecteurs du travail sont presque inexistants? Alors, si c'est quelqu'un qui est dans le public, je ne peux pas répondre. Parce que là, on parle des règles applicables au droit privé. Je suis désolé. Pour Luc. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées? Donc, je vais traiter par ordre de vote aux questions. Ça permet du coup de voir celles qui concernent le plus de monde aussi parmi vous dans le public. Là, Angélique, dont la question est: la santé au travail implique également la santé via les clients. Donc, par exemple, dans la restauration, comment gérer les espacements entre les clients, les tables individuelles, quelles recommandations? Dans la restauration, par rapport à la crise sanitaire? Je pense, oui, par rapport à la crise sanitaire et comment se protéger, je pense, en tant que salarié, ou comment protéger les Alors, dans salariés. la restauration, je ne sais pas, parce que si ma mémoire est bonne, les restaurants, les hôtels, cafés, restaurants sont censés être fermés depuis le 16 ou 17 mars jusqu'au-delà du 11 mai pour une période indéterminée. Donc, pour moi, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, hein, mais si c'est par rapport au Covid-19, je ne la comprends pas. C'est pour la reprise, Angélique précise. Ah, pour la reprise. D'accord. Eh bien, oui, il va falloir avoir une réflexion interne, d'ailleurs, qui sera différente selon la configuration des différents établissements. Il y a des établissements où ce sera peut-être plus facile d'espacer les clients parce qu'on a des bâtiments suffisamment grands. Et puis, alors, on pourra peut-être aussi organiser plus de services, je ne sais pas, pour éviter qu'il y ait trop de monde sur un ou deux services. Effectivement, ça va poser de réelles questions organisationnelles. Mais ça, la question organisationnelle, il va falloir se la poser établissement par établissement. Notamment, là, je peux dire que les entreprises qui sont encore ouvertes aujourd'hui, dans l'industrie, parfois, on a des restaurants, des cantines d'entreprises. Eh bien, l'INRS préconise, dans ce cas, de faire en sorte que d'étendre les horaires du déjeuner pour que les gens puissent manger de façon individuelle, chacun à une table et de façon espacée. Donc, c'est ce genre d'idée qu'il va falloir trouver. Il va falloir être inventif quand les restaurants vont pouvoir ouvrir pour protéger aussi les clients, effectivement. Alors, il nous reste que quelques minutes, du coup, on va passer au résultat du sondage. Donc, vous êtes beaucoup à avoir voté, donc il y a une majorité de oui, mais pas mal de réponses non aussi, hein. On est à 60%, un peu plus de 60% de oui. À la question: en tant qu'élu CSE, vous sentez-vous particulièrement utile en cette période de crise? Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles, cette réponse? Eh bien, que du positif, parce que ça veut dire que, en tout cas je l'espère, que les élus ont été intégrés comme
le CSE, dans sa dimension prévention des risques, a été pleinement intégré comme un partenaire de l'employeur pour gérer la nouvelle organisation du travail. L'inverse m'aurait conduit à considérer que peut-être, comme la question qui nous a été posée tout à l'heure, que peut-être l'employeur serait resté dans cette idée que c'est lui qui décide parce que c'est le dirigeant et qu'il est seul à décider. Donc là, si on a 60% de oui, ça veut dire, je l'espère, hein, qu'on s'est senti utile pour soutenir le moral des salariés ou pour les soutenir lorsqu'ils rencontraient un risque en particulier à leur poste de travail, et puis aussi que les élus ont pu se faire entendre dans leur rôle de proposition auprès de leurs dirigeants. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir répondu au sondage. On arrive à la fin du webinaire. Merci pour cette excellente intervention, Gilles. Merci de m'avoir écouté. Vous pourrez contacter, alors pour ceux qui posent la question, je l'ai dit au début, je le répète, le support vous sera transmis, il y aura les coordonnées de Gilles, donc son adresse contact et son site web de sa société, donc Déclic CE, et vous pourrez continuer l'échange ou le contacter pour avoir plus d'informations sur ces sujets d'expertise. Également, on peut prolonger tous ensemble l'échange sur le groupe la page Facebook de CSE Online. Donc, je vais vous mettre le lien juste ci-dessous. Donc, ça nous permettra déjà de recueillir vos avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les interventions auxquelles vous avez pu assister, de nous laisser, si ça vous a plu, des encouragements pour qu'on poursuive l'organisation de ce salon en ligne qui va durer, comme je le rappelle, jusqu'en mai, avec une deuxième édition de webinaire et un espace exposant sur toutes les prestations liées au CSE et à vos besoins. Je vous mets tout de suite le lien dans le chat de cette page Facebook et je vous dis à demain pour deux dernières interventions de ce cycle avec la gestion de la crise du Covid et les droits des salariés, donc un webinaire où il y aura beaucoup de monde, qui intéresse beaucoup de monde. Également, une intervention sur les nouvelles règles des activités sociales et culturelles, donc sur un autre sujet. Tous les supports et les replays vous seront envoyés par email avec les adresses sur lesquelles vous êtes inscrits à la fin du cycle. Donc, tout sera envoyé en même temps vendredi. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci encore, Gilles. Et je vous dis à tous à très bientôt. Merci à vous.